Bonsoir mesdames et messieurs, quel plaisir que je suis encore plus heureuse d'être en votre compagnie, de vous retrouver ce soir. Et surtout dans ce nouveau décor, mesdames et messieurs. Eh oui, un nouveau décor de votre grande émission du soir. Ça change de décor, mais ça ne change pas de nom. Ça demeure le grand rendez-vous. Merci de bien vous installer. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous suivez bel et bien votre grande émission du soir, le grand rendez-vous. Il est 19h, nous sommes en direct. Alors ce soir, 4 différents experts vont se succéder sur ce même plateau pour aborder différentes thématiques qui touchent au développement de notre pays. Celui qui va ouvrir le bal des invités répond au nom de Mathias Rodonou. Il est éleveur et avec lui, on s'intéresse aux désastres auxquels les éleveurs de lapins du Bénin font face de façon impuissante depuis quelque temps. Et oui, les éleveurs sont dans l'impasse face à la peste lapine. On va en parler dans un instant dans votre rubrique Monde agricole. Adé Fidéon Agboayi, entrepreneur africain, est l'expert de ce soir. Il nous apporte son expertise sur les opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine pour l'entrepreneuriat africain. Les personnes vivant avec un handicap, qu'en est-il de leurs droits? Agnat Bello, notre experte, je dirais, en griffe de ce soir, nous en parle dans la rubrique Autant savoir. Et enfin, la COP 25, la conférence internationale sur les changements climatiques, se déroule depuis ce 2 décembre en Espagne, précisément à Madrid. Ce soir, nous allons recevoir William Apollinaire Tchoki, notre envoyé spécial depuis Madrid, pour nous présenter les enjeux de cette COP, cette 25e COP pour le Bénin. En voilà pour les grandes articulations de votre grande émission du soir. Sans oublier qu'à 19h45, vous allez suivre le journal avec Amandine Aniambosso. Le premier plateau de votre grande émission du soir, Monde agricole. Monde agricole reçoit Marcel Betoro et M. Rodonou qui nous parle des lapins qui meurent de façon terrible. Marcel, bonsoir. Exactement, hein? Bonsoir, La pleine forme? Je pense que oui, et je parie que c'est la même chose chez vous également. Je vais très bien. Hein, comme d'habitude. J'ai pas le choix, je suis heureuse quand même. Nous sommes donc avec M. Mathias Rodonou, éleveur. Bonsoir, vous également, merci d'être là. Bonsoir. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, nous allons suivre ce reportage que vous avez d'ailleurs vous-même réalisé sur la situation actuelle. Que j'ai recueilli avec les acteurs du système. Voilà. D'accord. On suit donc, mesdames et messieurs, ces interviews concoctées pour nous par Marcel Betoro et on revient sur le plateau pour aborder plus amplement le sujet. J'ai perdu 565 lapins. À moins de 6 jours, tout est mort comme ça. J'ai perdu au moins 300 têtes. Y compris les lapéros, même les mères enceintes, tout. Les 495, il ne reste que les 6. Ce qui se passe ici, c'est déjà passé un peu en 2001, puis en 2015 et maintenant en 2019. Il s'agirait, parce qu'en 2015, on nous avait dit qu'il s'agissait de la maladie hémorragique virale du lapin. Lorsqu'on dit virale, ça veut dire que c'est une maladie virale qui ne peut pas se guérir.
on doit prendre des mesures de prévention. Mais en 2001, c'était au Sécurité même que les gens avaient constaté tout cela. Et il y avait une association qui s'appelait ABEC. Et le professeur Podekon avait importé des vaccins. Ils avaient fait la dose à 50 francs. Je pense que tout le monde avait fait le vaccin en ce moment-là de façon promotionnelle. En 2015, après identification, ils nous ont dit que c'est un virus. Le virus, qu'est-ce qu'on en a fait? Je n'en sais rien. Mais ils ont amené des vaccins qui ont coûté trop cher. D'abord, la dose, c'était à 500 francs. C'est bien après qu'ils ont ramené le prix à 250. Mais à 250, il n'y a pas eu suffisamment de sensibilisation, d'information au niveau des éleveurs pour que tout le monde puisse faire. Parce que lorsqu'il y a déjà le foyer et que vous ne savez pas faire, vous faites la vaccination, elle ne marche pas parce qu'il y a déjà des sujets en incubation et vous entraînez rien que des catastrophes. En 2015, il nous a dit d'aller payer le produit de vaccin de VHD. Et j'étais parti moi-même à la direction de l'élevage. Et j'ai été là-bas, pris ça à 18 000 francs, 20 doses. Et j'ai pris au moins 4 boîtes. Et j'étais arrivé faire les vaccins pour tous mes lapins. Malgré ça, à peine 1 mois et demi, tout est parti. C'est une maladie virale. Il n'y a pas une précaution curative. Les mesures préventives, c'est de respecter la biosécurité. Ils doivent désinfecter totalement les exploitations et mettre leur élevage en quarantaine jusqu'à ce que le nouveau vaccin sera disponible et nous allons nous rapprocher des représentants de chaque association des cuniculteurs pour leur indiquer les mesures à prendre. Ce que moi j'avais eu, ce n'était pas la peste, mais c'est la gale par exemple. Et dès qu'on a constaté, on a acheté les produits nécessaires pour pouvoir les traiter. Seulement, ceux qui vendent ces produits-là, par moment, ils proposent les vaccins pour prévenir ces genres de peste. Donc il faut vraiment aller vers eux. Moi, ils m'avaient averti déjà pour dire qu'il se pourrait que cela arrive. Donc ils m'ont donné de façon gratuite un échantillon. Et lorsque vous administrez maintenant, vous pouvez maintenant acheter pour le reste. C'est d'abord au niveau des éleveurs eux-mêmes. Ils n'ont pas appris à faire la chose correctement comme on devrait le faire. Donc il manque la formation, il manque le renforcement de capacité au niveau des éleveurs eux-mêmes. Je ne suis pas découragé. Donc je prétends recommencer encore en 2020. Ça ne me plaît pas de laisser. Ça me plaît de continuer correctement. Et voilà, assez de problèmes soulevés, hein, mais ces propos recueillis prennent fin par un espoir. Ça ne l'empêche pas de continuer, il va poursuivre. Nous avons sur ce plateau, comme on le disait, comme vous le savez d'ailleurs, M. Rodonou pour nous parler également de son cas. Il était d'ailleurs dans le reportage. Voilà un peu la situation, M. Rodonou. Marchel, on peut l'aborder plus amplement. Exactement, on va aller directement. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de la situation actuelle avec cette épidémie-là? Oui. Bon, je m'appelle Rodonou Mathias, éleveur de lapins à Homens Centre. Bon, ça c'est dans Calavi, oui. Bon, en 2015, j'ai eu une épidémie de... Il y avait une épidémie de lapins dans le monde. Bon, en octobre, j'étais parti à la direction de l'élevage et ils m'ont vendu des vaccins de VHD. Et j'ai pris ça à 18 000 le flacon. Et j'ai pris 4 flacons. Et j'étais arrivé, j'ai fait les injections moi-même. Puisque j'étais dedans, ça fait 18 ans aujourd'hui. Okay. Donc, il n'y a rien qui est difficile pour moi dans le lapin. Donc, oui. Donc, j'ai fait les injections de 400 lapins. Bon, quelques temps après, bon, j'ai vendu d'autres. Et après 1 mois et demi, ça a commencé par
pas mourir. Après l'ingestion? Après l'ingestion, tout est commencé par partir. Et dans l'intervalle de 4 jours, tout est parti et j'ai perdu 372 têtes. Déjà en 2015? En 2015. Ça m'a étonné, je suis découragé. Mais j'ai dit, bon, comme je suis dedans, ça fait longtemps, je ne vais pas laisser ça comme ça. J'ai continué. Et je vends, ça marchait très bien. Problème de d'écoulement, il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème d'écoulement. Je vends correctement. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Cette fois-ci, bon, ça a commencé, les gens disent ça. Et on se méfie, on ne va pas dans les élevages des autres. Mais un jour, je suis obligé d'aller payer les produits vétérinaires pour les lapins. Et j'ai été à la pharmacie vétérinaire de Ave Maria. J'ai été payer les produits, je suis arrivé et j'ai déshabillé mes habits que j'ai amenés là-bas et je m'étais lavé bien avant de rentrer dans la chapelle. Et j'ai fait les traitements voilà. Des lapins. Des lapins. Bon, c'était un samedi. Le dimanche matin, j'ai vu 2 morts. Dit, après l'ingestion? Après, j'ai vu 2 morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au soir, je suis au dehors, j'entends un cri. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais rentré dedans, j'ai vu un lapin. Il s'est tombé, qu'on commence par se cousser comme ça, trembler comme ça là. Qu'est-ce qu'il y a? Après, encore d'autres ont encore donné un cri. Mais et ça, dans le reportage, dans l'élément témoin, vous aviez dit que vous avez perdu 465. 495. Actuellement. Actuellement, c'est 495. Et il vous reste combien alors? Présentement, il n'y en a que 6. Quoi? Et c'était petit, c'est les petits qui restent. Mais comment, qu'est-ce que vous avez fait des 495 que vous avez perdu? Avant d'en arriver à la manière dont le virus se manifeste, qu'est-ce que vous avez fait des 495 là? Des animaux atteints, vous avez fait quoi d'eux? Bon, on enterre. Vous-même, vous avez informé les autorités départementales de la situation? Non, mais tout le monde sait qu'il y a ce problème dans le terrain. Et j'ai commencé par enterrer les 480. Et selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui peut être la cause? Bon, présentement, on ne sait pas encore, puisque le virus, là, c'est dans l'air. Dans l'air. Ça vient subitement comme ça et ça commence pas à mourir. Et les 6 qui restent sont actuellement là encore? Les 6 sont là. Ils n'ont pas encore été atteints jusqu'à présent, ils sont encore là. Mais eux-mêmes avaient été quand même vaccinés. Oui. Mais quelle démarche le ministère de l'élevage a effectué à votre endroit? Je n'ai pas reçu aucun gens du ministère qui était arrivé vers moi. Je n'ai aucun... Mais revenez un peu en arrière. Vous avez dit qu'en 2015, il y a eu l'épidémie, il y a eu le virus, et c'est revenu en 2019. Vous avez eu à vacciner, mais il y a quand même des foyers, il y a des éleveurs qui n'ont pas été atteints. Et quand vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, il a dit qu'il a suivi il y a eu un suivi rigoureux par rapport à son centre d'élevage. Vous-même, vous mettez en vétérinaire, vous vaccinez. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, vous n'avez pas peut-être oublié quelque chose et qui... Il n'y a personne qui va dire qu'il maîtrise ce maladie. Ce maladie, c'est dans l'air. Et ça, si ça vient chez toi, il n'y a plus rien. Bon, il y a d'autres personnes, effectivement, qui n'ont pas eu ce cas. À Rome. À Rome même. Mais ils ne font pas l'entretien plus que moi. Ils ne connaissent pas plus que moi. Et vous ne soupçonnez rien encore comme cause? Non. Puisqu'il y a la virus. Est-ce que vous pensez que c'est le vaccin que vous injectez qui a la... Non, ce n'est pas le vaccin qui a amené ça. Ce n'est pas le vaccin qui a amené. C'est une maladie... Voilà, la situation est là. Maintenant, vous avez tout perdu pratiquement. Pratiquement, j'ai tout perdu. Vous faites comment finalement?
finalement, je suis vraiment découragé maintenant. Je suis puisque en 2015, j'ai perdu 375. Il faut voir la peine de 5 000, de 3 700, de 4 700. Mais est-ce que tous les lapins contaminés, vous les avez vraiment enterrés ou bien, bon, pas mesure Non, de j'ai enterré beaucoup. Il y avait quelqu'un qui vient prendre ça pour préparer ça au cochon. Décédé là? Eh oui. Au cochon seulement, il y en a pas qui sont allés dans la consommation humaine. Non. Comme il y a la maladie, beaucoup, c'est qu'il y a des cas comme ça là, beaucoup n'aiment plus apprendre. Mais est-ce que actuellement vous êtes prêt à ce que vous a dit que vous laissez de côté, oui, vous laissez de côté, pas de côté définitivement, que vous attendez que le ministère fasse des recherches et vous apporte des solutions avant de reprendre, parce que vous n'avez pas l'habitude d'attendre les résultats des recherches et vous continuez. Mais est-ce que là maintenant vous êtes prêt à stopper l'activité, attendre qu'on détecte le virus avant de reprendre? Oui, maintenant avec les 6 sont là, mais je ne vais plus payer maintenant sans que le ministère de l'élevage nous trouve une solution. Je pense que c'est le ministère de l'élevage qui a indexé et sûrement qu'ils seront sur le plateau avec nous le mercredi prochain pour nous faire aussi un bilan, parce que ça, c'est le bilan au niveau des éleveurs. Mais il faut qu'on comprenne davantage la situation avec les cas du ministère. On aura plus de détails. Voilà. Le mercredi prochain, il y a encore le plateau de Monde Agricole, je pense, avec la promesse que la direction m'a faite, qui seront sur le plateau. Merci, ce sera vraiment intéressant d'avoir leur son de cloche à eux aussi sur la situation. Et ce sera donc tout, mesdames et messieurs, pour votre rubrique Monde Agricole. On vous remercie, monsieur Mathias Rodonou, pour avoir partagé avec nous votre expérience face à la peste lapine qui sévit dans notre pays depuis quelques temps. À présent, Nature et Bien-être, le deuxième plateau. À l'entame de cette émission, je vous le disais, la COP25 a démarré depuis ce 2 décembre en Espagne, précisément à Madrid. Nous allons recevoir tout à l'heure même William Apollinaire Tchoki, notre envoyé spécial, pour nous donner son point de vue sur les enjeux de cette COP, la participation du Bénin à cette 25e COP. En attendant, je vous propose de suivre son reportage réalisé lors de l'ouverture de cette conférence. Ils sont encore là pour mesurer l'engagement des États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Après le renoncement de Chili en octobre dernier, l'Espagne accueille la COP25 et Madrid, sa capitale, porte une autre casquette, la capitale mondiale de lutte contre le changement climatique. 2 semaines de nouvelles négociations pour enfin faire entendre raison les pays du Nord, grands pollueurs de l'humanité. La COP25 a aussi pour objectif à atteindre l'application de l'article 6 de l'accord de Paris. Il demande de mettre un prix sur le carbone, d'arrêter les subventions sur les combustibles fossiles, d'arrêter aussi la construction de centrales au charbon d'ici 2020. Pour la France, cela passe à la fois par un changement de méthode et par quelques décisions au fond. Le changement de méthode a consisté à considérer qu'il n'appartenait pas seulement au gouvernement de fixer les objectifs, mais bien de faire en sorte que l'ensemble des concitoyens soient amenés à partager cette définition des objectifs. À cet effet, le secrétaire général des Nations Unies invite les pays du monde et leurs dirigeants à une plus grande volonté politique. La COP25, la dernière avant 2020, l'année de la mise en application de l'accord de Paris, mais quand on jette un coup d'œil sur le rétroviseur, les pays les plus responsables du dérèglement climatique n'ont pu augmenter leur objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et voilà, merci à vous William Apollinaire Tchoki. Et comme je le disais, on vous retrouve de l'autre côté de Madrid pour nous présenter la participation du Bénin. William Apollinaire Tchoki, bonsoir à vous. Comment vous portez-vous? Dites-nous quelle est précisément la participation du Bénin à cette conférence internationale. On vous écoute.
Bonsoir, heureuse d'annoncer, c'est vrai, le Bénin participe aussi à la COP25 de Madrid, une COP avec une forte délégation, bien sûr composée des membres du ministère du cadre de vie, de celui bien sûr du ministère de l'énergie et aussi de quelques maires, parce que les collectivités locales sont les plus concernées quand on parle de changement climatique. Alors, ces maires sont représentés ici pour participer à ces négociations, dire les mots en ce qui concerne les changements climatiques, parce que les populations que ces maires dirigent sont les plus concernées par ces changements climatiques. Alors, il faut dire que cette COP a pour principal sujet l'article 6 de l'accord de Paris qui demande à ce que les pays développés réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre, principale cause de dérèglement climatique. D'accord, principaux sources de dérèglement climatique, principale source, j'allais dire, de dérèglement climatique, mais quels sont les principaux points soulevés par notre pays, le Bénin? Le Bénin, à cette COP, a présenté plusieurs sujets. Le premier, par exemple, c'est le phénomène lié à la dégradation des terres. Il faut le rappeler, 63% des terres arables du Bénin sont dégradées à cause des mauvaises pratiques culturelles. Et puis, depuis certaines années, le Bénin a pris conscience de cela et a permis, ou du moins en train d'utiliser aujourd'hui les pratiques endogènes, les pratiques traditionnelles, si vous voulez, pour restaurer une bonne partie des terres. Aujourd'hui, quand même, plusieurs milliers de terres au Bénin sont restaurées à cause de ces nouvelles pratiques endogènes. Et puis, le Bénin l'a présenté à d'autres pays africains qui sont aussi frappés par le même phénomène de dégradation des terres, des techniques aujourd'hui partagées par le Bénin. À part cela, il y a aussi le maire de Copago qui, en 2017, à la COP de l'Allemagne, avait reçu un prix parce que financé par le projet local qui a pu développer des projets innovants de restauration des terres. Le maire l'a aussi présenté à d'autres collectivités locales présentes à cette COP. Il y a aussi la forte présence des enfants du Bénin. Il faut dire qu'à travers l'ONG Les Tresseurs de Cordes, les enfants ont dit un peu leurs préoccupations en ce qui concerne le changement climatique. C'est vrai, ils ne sont pas concernés par les négociations, mais ils sont là pour un peu impulser les négociations, permettre aux grands négociateurs de prendre en compte ce que demandent les enfants, parce que qu'on veuille ou pas, c'est eux les plus grandes victimes, parce que demain, le monde les appartient, alors ils ne veulent pas que les grandes personnes leur laissent une terre déjà dégradée. Voilà un peu ce que je peux présenter. En ce qui concerne bien sûr ce qu'a fait le Bénin, à mi-parcours de cette participation de notre pays, c'est vrai qu'on est en train d'enclencher déjà la deuxième semaine de cette négociation. Il faut dire que les échanges sont toujours houleux parce que personne ne veut laisser l'autre aller jusqu'au bout. Les pays développés de leur côté ne veulent pas du tout entendre raison parce qu'on s'est dit que c'est eux qui émettent plus de 95% des gaz à effet de serre. Nous, pays en voie de développement, du moins les pays de l'Afrique, on n'émet que moins de 4%. Par conséquent, c'est à eux de nous donner plus de moyens pour faire face à ces effets néfastes du changement climatique. Et voilà que ce sont eux qui sont plus réticents à respecter ces contrats-là, ces clauses. Alors, dites-nous, en matière de gaz à effet de serre, comme vous le disiez tantôt, le Bénin, et à quel degré Celsius et à quel taux nous polluons l'environnement dans notre pays? En matière d'émissions de gaz à effet de serre, l'émission de Bénin, je dirais, elle est très minime. Même quand on le met dans le grand groupe qu'est l'Afrique, je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique émet moins de 4% des gaz à effet de serre. Alors par conséquent, les grands émetteurs de gaz à effet de serre sont les pays développés. Je l'ai dit tout à l'heure, ça fait 95%, plus de 95%. Alors par conséquent, s'il faut calculer ce que notre pays, le Bénin, émet, c'est très minime. Ça n'a rien, ou du moins ça n'a pas du tout d'importance. Et quand on le met dans le paquet de l'Afrique, ça fait moins de 4% d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà ce que demande le Bénin, l'Afrique, vis-à-vis des pays développés qui sont les grands émetteurs. On dit c'est vous qui émettez beaucoup plus de gaz à effet de serre. Les conséquences, c'est nous qui le subissons le plus. Alors par conséquent, réparer les torts, donnez-nous les moyens bien sûr pour nous adapter parce qu'aujourd'hui, vous le constatez, je prends l'exemple de cette année où les pluies ont été très abondantes pour la petite saison des pluies. La quantité d'eau qui doit peut-être tomber sur 6 mois est tombée en 3 mois. Autant de phénomènes d'inondation. C'est tout ce que demandent les pays pauvres, bien sûr, comme le Bénin, aux pays développés, les aider à faire face aux effets néfastes des changements climatiques. Merci beaucoup, William Apollinaire Tchoki. Alors, depuis 1992, 196 pays sont à la quête des mesures pour limiter le réchauffement climatique. Alors, William, pensez-vous qu'avec cette 25e COP, on est proche de l'atteinte des objectifs?
Alors, il faut dire que cette COP demande vraiment qu'on amorce la transition écologique, c'est-à-dire laisser l'énergie fossile vers les énergies renouvelables, ce qui n'est pas le cas pour la plupart des pays développés parce qu'ils se disent s'ils ont pu atteindre ce niveau de développement aujourd'hui, c'est grâce aux énergies fossiles. Alors, ils ne sont pas prêts, ces pays développés, à laisser l'utilisation des énergies fossiles. Alors, eux, ils nous demandent, nous, aujourd'hui, de laisser les énergies fossiles. Nous, en pays africain, nous disons aussi pourquoi ne pas aussi nous laisser aussi atteindre ce niveau de développement et puis ensemble, nous allons laisser les énergies fossiles. Alors, si on le fait comme ça, le monde risque d'être de partir, de disparaître. J'allais dire, la Terre va disparaître. Alors, comment faire? Il faut quand même trouver le juste milieu des choses, permettre aussi aux pays en voie de développement, pays africains y compris, d'atteindre aussi un niveau de développement et aussi demander aux pays grands émetteurs, les pays développés, de réduire leurs émissions. Mais jusque-là encore, les négociations continuent. On ne trouve pas encore le juste milieu de la chose. Les pays développés ne veulent pas sortir des moyens pour aider les pays pauvres. Mais je crois quand même que jusqu'à la fin de cette COP, qu'on va trouver quand même le bout du tunnel. C'est vrai que quand on a rencontré les négociateurs africains, ils nous disent quand même que les discussions sont rudes et que jusque-là encore les pays développés ne veulent pas laisser prise. On espère qu'à la fin de cette COP, qu'un terrain d'entente sera trouvé pour permettre à nos pays en voie de développement de pouvoir avoir un peu de moyens, des moyens bien sûr pour nous adapter et aussi pour permettre de gagner aussi dans la technologie parce que eux aujourd'hui, quand la situation de changement climatique se présente, ils ont les moyens pour faire face. Mais nous, en Afrique, on n'a pas ces moyens. Donc, c'est ce que les pays africains demandent aujourd'hui aux pays développés. Mais on croise les doigts. On espère bien que jusqu'au samedi ou bien vendredi prochain, qu'on va trouver la solution face à ce phénomène. Surtout, à amener les pays à accepter l'article 6 de l'accord de Paris qui demande à taxer l'émission de gaz à effet de serre, le carbone, ce qui permettra aux pays pauvres de pouvoir financer leur adaptation. Merci beaucoup. Alors, cette année, le thème choisi, William, c'est les océans ou encore la COP bleue. Selon vous et avec tout ce que vous décrivez là, notamment la difficulté de trouver l'entente qu'il faut pour l'atteinte des objectifs, quelles sont, face à cette thématique, la thématique de cette année, quelles sont les perspectives? Heureuse d'annoncer, il faut dire que cette COP met un accent particulier sur la protection des océans. On l'appelle même COP bleue parce qu'on se dit aujourd'hui les océans constituent la poubelle du monde. On dit par an, on y verse plus de 8 millions de tonnes de déchets dans les océans, ce qui est un danger pour l'humanité. Or, la plupart de l'oxygène que nous respirons sur Terre provient des océans. Alors par conséquent, si nous continuons à nous comporter de la sorte, le monde risque de disparaître. C'est pourquoi l'accent est mis aujourd'hui sur la protection des océans pour permettre à l'humanité de continuer à exister. Merci à vous, heureuse d'annoncer et bonne continuation. Merci beaucoup, William Apollinaire Tchoki. C'était d'ailleurs ma dernière question à votre endroit. Merci beaucoup. Et si tout va bien, on va certainement vous retrouver encore au cours de la semaine pour nous présenter encore le point de tout ce qui s'est déroulé demain jusqu'à vendredi, pourquoi pas. Et mesdames et messieurs, on poursuit le grand rendez-vous. À présent, nous allons recevoir notre expert. Adé Fidéon Agouaï, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Un plaisir pour moi et ça fait un bon moment. Oui, vraiment. Le plaisir est partagé. Les activités? Ça va. Vous êtes entrepreneur africain. Ça veut dire quoi? Un entrepreneur de nationalité africaine ou un entrepreneur de l'Afrique? Un entrepreneur de l'Afrique, oui. On ne parlera pas encore de nationalité africaine, mais j'entreprends dans plusieurs pays africains. D'accord. Donc, voilà. OK. Alors, avec vous, on va parler des opportunités de la zone de libre-échange continentale africaine pour l'entrepreneuriat africain. Et lorsqu'on parle déjà de ZLECA, je vais y aller ainsi, quel est son contenu? Merci. Il s'agit d'un marché commun à l'échelle continentale visant progressivement à l'élimination des barrières douanières. Donc, c'est un marché inclusif africain qui a un potentiel de plus d'1,2 milliard de potentiels consommateurs. Donc,
C'est un véritable challenge. C'est d'ailleurs la plus grande zone de libre-échange à l'échelle mondiale depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce. D'accord. Quels sont concrètement ces avantages? Parce que c'est le projet phare aujourd'hui de l'agenda 2063 de l'UA. Oui. Ben, les avantages sont multiples en ce sens que il faut considérer que les entreprises locales ont la possibilité de devenir des multinationales à l'échelle continentale parce que le marché sera ouvert, les barrières douanières seront éliminées, donc que vous soyez à Cotonou, en Afrique du Sud ou au Maroc, ben, vous pouvez vous faire valoir, votre créativité, vos produits, vos services sur toute l'étendue du continent. Oui, sans frontières. Waouh, c'est intéressant. À cette allure, on peut dire que la zone franche la zone de libre-échange continentale africaine est vecteur d'intégration économique? Absolument. Absolument. D'accord. Mais quelles sont les opportunités pour l'entrepreneuriat africain précisément? Les opportunités pour l'entrepreneuriat africain, c'est déjà la reconquête du marché africain. Aujourd'hui, nous observons sur le total des échanges en Afrique, seulement 8% d'échanges intra-africains et 92% d'échanges tournés vers les autres continents. Et c'est le lieu de rattraper ce retard-là, de reconquérir notre marché naturel qui est le marché continental. C'est le lieu d'intensifier les échanges intra-africains, déjà de pouvoir faire consommer ces produits, ces services sur le sol africain avant même de penser à les exporter hors du continent. Parce que jusqu'à présent, il a été observé que l'exportation de produits sur le continent coûte beaucoup plus cher que l'exportation de ces mêmes produits-là hors du continent. Du continent, effectivement. Voilà, donc la zone de libre-échange apporte solution à toutes ces problématiques. D'accord. Ben, est-ce que les conditions sont réellement réunies en Afrique ou, si je dirais même dans notre contexte béninois au Bénin pour bénéficier de cette zone-là? Ben, ça a beaucoup évolué depuis 2012. 54 pays sur les 55 que compte le continent africain ont aujourd'hui adhéré à la zone. Le quota de 22 pays qui doivent ratifier cette convention pour qu'elle soit mise en service l'ont déjà fait, donc on a 22 pays qui ont déjà ratifié. Donc je pense que 2020 s'ouvre sur de meilleurs auspices pour l'entrepreneuriat africain, même si il faut pouvoir s'apprêter, parce que c'est beaucoup de défis aussi. C'est la raison pour laquelle je me demande si les entrepreneurs béninois sont prêts. Les entrepreneurs béninois, tout compte fait, je dirais que le sérail entrepreneurial béninois ne s'intègre pas encore vraiment à cette vision continentale. Pourquoi? Parce que d'une part, il y en a qui n'y croient pas vraiment. C'est quand même une opportunité. Oui, c'est une opportunité. Il y en a qui n'y croient pas vraiment. Il y en a qui ont la crainte de pouvoir faire face aux défis, parce qu'il faut une certaine force de production. Il faut quand même des chaînes de distribution conséquentes pour couvrir tout le continent. Donc voilà autant de défis qui font à la fois peur et qui constituent aussi des opportunités. Des opportunités. Il faut quand même dire que c'est le projet phare de l'Union africaine, mais ça ne fait pas encore l'unanimité. Je ne sais pas si on a entendu parler du Nigeria réticent. Est-ce que le Nigeria est entré dans la danse? Qu'en est-il concrètement?
Oui, le Nigeria et le Bénin étaient réticents, mais là, ils sont rentrés dans la danse. Comme je l'ai signifié tantôt, 54 pays sur 55 contre le continent ont adhéré. Donc, voilà, aujourd'hui, l'unanimité est là. D'accord. Mais je me demande pourquoi cette réticence en temps. Est-ce que cette zone présente des limites, des arguments en sa défaveur? Ben, je pense que c'est une question de souveraineté et chaque pays doit examiner les contours afin de peser les pour et les contre. Et je pense que ça a été la cause de cette réticence qui très tôt a été écartée, bien sûr, d'où leur adhésion. Donc voilà, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Oui. Ben, est-ce qu'aujourd'hui, tous ces entrepreneurs béninois qui exercent dans différents domaines, différents secteurs d'activité, peuvent bénéficier de cette opportunité ou c'est précisément des domaines donnés? Je pense que qu'importe le domaine d'activité, on peut bénéficier de cette opportunité. C'est vrai qu'y aller de façon individuelle risque de coûter cher, de peser lourd. Donc, il faudra aujourd'hui former des lobbies qui, ensemble, à travers des marketplaces qui peuvent s'avérer des chaînes de distribution visant à leur donner de la visibilité partout sur le continent, à promouvoir leurs produits. Donc voilà, ce serait l'idéal parce que y aller en rang dispersé, il y a le risque de ne pas pouvoir arriver à bout de tous les défis. Et l'autre risque, eh bien, c'est de ne pas pouvoir desservir le marché continental qui est en train de s'ouvrir et de voir des multinationales étrangères venir s'installer en Afrique et reprendre le dessus. Donc, il faudra que tout entrepreneur africain intègre l'opportunité multiple, les opportunités multiples dont regorge la zone de libre-échange continentale africaine, commencent déjà à se préparer et eux aussi, qui s'organisent pour faire du lobbying afin que les réalités au niveau des tests et les réalités sur le terrain, c'est-à-dire aux frontières terrestres, intègrent aussi les normes de cette zone de libre-échange. De libre-échange. Mais déjà, au niveau de vos entrepreneurs africains, avec vos pairs, est-ce que quelque chose se fait déjà dans ce sens? Vous avez demandé de ne pas y aller en rang dispersé. Oui, absolument, absolument. Je fais partie d'un groupe d'entrepreneurs africains de plusieurs pays qui réfléchissent sur le sujet depuis quelques années déjà et qui... Depuis quelques années? Oui, depuis quelques années parce que la zone de libre-échange, ça a été initié, les démarches ont commencé depuis 2012. Donc voilà, on réfléchissait depuis parce qu'on a vu l'opportunité, on a tout de suite perçu l'opportunité, donc il fallait s'y préparer. Voilà. Donc oui, l'espoir est permis, on s'y prépare activement et on invite aussi tous les autres entrepreneurs encore réticents ou pessimistes à se libérer l'esprit et à nous rejoindre. D'accord. Quelle est selon vous la part des autorités politiques? Merci. La part des autorités politiques, c'est de faire en sorte que tous les pays ratifient la Convention. C'est vrai, pratiquement tous les pays ont adhéré déjà, mais il faut ratifier. C'est vrai que le quota de 22 pays ayant ratifié qui devrait permettre la mise en œuvre est atteint, mais ce serait quand même de bon ton que tous les pays, systématiquement, fassent ratifier cette convention. Et vous avez une idée de ce qui se fait déjà au niveau des autorités béninoises?
Au niveau des autorités béninoises, on n'a pas eu de retour dernièrement. On a suivi un peu, mais je pense qu'il faut donner un coup d'accélération pour que ce soit ratifié aussi. Et qui doit donner ce coup d'accélération? Je pense que c'est à nous, entrepreneurs béninois, de faire des démarches vis-à-vis des parlementaires pour que ce soit fait au plus tôt. Que ce soit fait au plus tôt. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous, Adé Filéon Agboaï, pour toutes ces informations que vous nous avez apportées sur la zone, je dis toujours zone franche, sur la zone de libre-échange, voilà, continentale africaine pour l'entrepreneuriat africain. Assez d'opportunités, en tout cas, pour les entrepreneurs. Laissez donc les réticences, n'est-ce pas? Oui. Et avancer. De grâce, n'y allez pas en rang dispersé. C'est ça, si je résume vos propos. Oui. Merci beaucoup, merci à vous. Alors, à présent, nous allons installer Agnat Bello pour Autant savoir. Agnat Bello qui sera avec nous dans un instant pour parler des personnes vivant avec un handicap. Qu'en est-il de leurs droits? Mais d'abord, je nous propose de suivre ce reportage réalisé par Lucrèce Degla sur les personnes handicapées. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde portent un handicap, ce qui représente 15% de la population mondiale selon les statistiques de l'OMS. Le handicap revêt plusieurs formes, moteur, visuel, auditif ou psychique. Il peut constituer pour la personne qui le porte un désavantage dans la société. J'étais la seule sourde muette dans l'atelier où j'ai été initiée à la couture. Au début, c'était difficile de s'adapter, mais j'observais beaucoup. Tous les matins à 6 heures, j'étais déjà sur le lieu de travail pour regarder les techniques de coupe, la façon dont les aînés travaillaient, et j'ai pu m'en sortir avec le temps. Yasminat fait partie de cette catégorie de personnes qui, malgré leur handicap, se sont fait une place de choix dans la société. Grâce à Dieu, quand j'ai ouvert mon atelier, les copines qui me connaissaient parlaient de moi à leurs amis qui venaient et passaient commande. Entre-temps, j'avais avec moi de petites filles qui m'assistaient et jouaient le rôle d'interprète. Mes clientes et moi, nous communiquons beaucoup par message. C'est par ce canal que je leur fixe rendez-vous. J'ai un agenda où je note tout. Stéphanie est dans la même situation, mais elle exerce dans le domaine de la coiffure. Très habile de ses mains, elle s'adonne à son métier avec passion. Je fais les tissages, les cheveux nappis, les curls. Je fais aussi les soins du visage, la pédicure et la manicure. Je m'efforce à parler un peu pour communiquer avec mes clients. Le handicap, une déficience physique ou psychique lourde à porter, surtout lorsqu'il n'est pas de naissance. Quand j'étais petit, un tabouret est tombé sur mon pied. J'ai commencé à faire de la fièvre. Mon père m'a amené chez un de ses amis agents de santé. Il m'a fait une injection. Quelques jours après, mon pied s'est mis à rétrécir. C'est plus tard que l'ami de mon père a avoué avoir utilisé une seringue qui avait déjà servi pour son fils. Cette injustice n'a pas permis au jeune homme de continuer ses études, mais loin de s'apitoyer sur son sort, il se forme à devenir cordonnier. Et voilà, merci beaucoup Lucrèce Degla pour ce reportage. On retrouve Agnat Bello. Annie, bonsoir. Heureuse d'annoncer, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous portez très bien. Très très bien. Lundi rose. Oui, déjà rose. Lundi rose. Calme, mouvementé.
Ça a démarré sur les chapeaux de roue parce que vous savez qu'on reprend dans un nouveau décor. Le grand rendez-vous, c'est toujours important de voir que ça bouge ici. On fait tout ça pour les téléspectateurs. Sur le décor? Je crois que les téléspectateurs vont nous laisser leurs avis à travers nos différents réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier sur le site de l'ORTB, aussi sur notre page Facebook. Donc, on attend votre retour par rapport à ces studios. En tout cas, laissez-moi déjà vous dire que le concepteur, c'est le directeur artistique. Il est avec nous même pour ce numéro. N'est-ce pas? On le salue au passage. Au passage. Alors, Agnat, notre experte de ce soir, où est passé votre invité? Mon invité, vous le savez, demain, il y a aussi la journée des droits humains. Donc, ça court beaucoup et on n'a pas pu avoir quelqu'un sur la main là pour pouvoir parler des personnes handicapées. Mais on a jugé important de pouvoir quand même en parler d'abord avant de revenir sur la journée des droits humains demain. C'est pourquoi je suis là toute seule ce soir. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez les téléspectateurs et moi vous demander de suivre le journal. Eh oui, il est 19h45 avec Amandine Agnambosso qui nous dit la messe ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le sommaire de ce journal. La corruption, l'un des principaux obstacles à la réalisation des objectifs de développement durable. Elle touche tous les pays, mais tout le monde peut agir et lutter contre la corruption. Le mentorat est un moyen efficace d'acquérir tout un éventail de compétences personnelles et professionnelles. Il permet au mentoré de bénéficier du savoir-faire de son mentor. Et puis la fente labiale, une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant, mais on peut la détecter. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la journée de lutte contre la corruption. En effet, le 9 décembre est retenu par les Nations Unies pour sensibiliser contre ce phénomène qui sape le développement économique et social des nations. Il s'agit également de faire prendre conscience de ces méfaits. Au Bénin, la lutte contre la corruption n'est pas de tout repos. Les détails dans cet élément réalisé par Aurélie Sauton. La corruption est un crime grave qui affecte et ralentit les différents secteurs de développement dans les sociétés, à savoir la santé, l'éducation, la justice, la démocratie et bien d'autres encore. Elle implique un abus de pouvoir ou de confiance par une conduite malhonnête ou contraire à l'éthique et mène au gain personnel. Le fléau n'épargne aucun pays et se présente sous diverses formes au Bénin. Des gens ont utilisé dans notre pays des fonds publics comme leurs fonds privés, se sont enrichis sur le dos des pauvres béninois. Et puis, vous savez, les marchés publics, voilà encore un nid de corruption. La corruption continue d'avoir la peau dure, mais des actions remarquables sont engagées pour en venir à bout. Vous avez vu la loi 2011-20 du 12 octobre 2011 est en train d'être revisité. Aujourd'hui, dans toute l'administration, vous avez un point focal de la promotion du système national de l'intégrité. Aujourd'hui, les marchés publics sont mieux gérés que par le passé avec la présence des PRMP, des personnes responsables des marchés publics installées dans tous les ministères et dans toutes les structures d'État, même semi-étatiques. La criette qui a été mise en place, c'est l'épée de Damoclès qui plane sur la tête de chacun de nous aujourd'hui dans le pays par rapport à la lutte contre la corruption et aux questions de terrorisme. Les délictueux aujourd'hui ne dorment plus tranquilles dans leur lit. Il faut s'attaquer vigoureusement à la racine du mal. Les organismes en charge du combat contre l'impunité s'investissent surtout dans la sensibilisation et la vulgarisation des tests. Il y a la société civile qui est toujours en train de faire la veille sur ces questions, mais nous attendons maintenant la haute cour de justice qui doit aussi s'activer. Et nous allons toujours interpeller
ceux qui doivent prendre le relais, c'est-à-dire la justice et la criette et la haute cour de justice. Une journée nationale de lutte contre la corruption a même été instituée au Bénin et se célèbre chaque 8 décembre, veille de la date retenue par les Nations Unies depuis 2003, année de l'adoption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Pour commémorer cette lutte, l'indice de perception de la corruption dans le monde indique que plus de 68% des pays du monde connaissent un grave problème de corruption. Pour réussir, il faut des sacrifices et des exemples à suivre. Le mentorat, une relation interpersonnelle de soutien, une relation d'aide, d'échange et d'apprentissage dans laquelle une personne d'expérience offre sa sagesse dans le but de favoriser le développement d'une autre. Tout le monde a besoin de mentors pour réussir dans la vie. Entre mentor et mentoré, c'est une relation étroite qui favorise le développement de l'un et expose la fierté de l'autre. Louis Koudogbo, Samson Thiomon et Gloria Oni pour de plus amples détails. Le développement personnel et celui des entreprises préoccupent plus d'un. Le recours à l'aide physique ou morale d'une tierce personne plus chevronnée que soi motive et rassure. Un mentor offre son encadrement, mais aussi son expérience pour aider le mentoré à atteindre des résultats qui suscitent admiration. Très basiquement, n'importe qui a besoin d'un mentor. Du moment que vous êtes dans une démarche d'apprentissage et de croissance personnelle, tant individuelle que professionnelle, on a besoin à un moment donné de plus expérimenté que soi. Le plus important, c'est d'identifier celui qui répond à vos valeurs, celui qui répond à votre aspiration et qui se trouve plus ou moins dans les mêmes domaines que vous. Pour révéler le potentiel et accroître le rendement, certains entrepreneurs font appel à des mentors qui les orientent afin d'éviter certaines erreurs. C'est quelqu'un qui nous aide à identifier les points sur lesquels nous pouvons nous améliorer, à identifier les ressources clés vers lesquelles nous pouvons nous rapprocher et qui nous aide en fait à gravir petit à petit les différentes étapes qui nous mènent au succès. J'ai eu avec mon équipe un mentor tunisien qui, avec son expérience dans l'aide au lever de fonds, nous a aidé aujourd'hui à parfaire notre business plan, à parfaire notre plan financier, à être plus aptes à lever des fonds à l'international. Une relation efficace entre un mentor et son mentoré doit se baser sur la confiance. Aussi, le respect mutuel entre les deux s'impose-t-il en amont. Vous conviendrez avec moi que, afin d'apprendre de quelqu'un, il faut pouvoir créer ce lien, cette relation nécessaire qui fait que vous êtes assez ouverts l'un envers l'autre. Tu es obligé de t'abaisser, d'avoir les postures de quelqu'un qui veut apprendre. En effet, les mentorés peuvent tirer profit des connaissances organisationnelles du mentor. Ce dernier peut également être pour eux une source d'information. Un mentor doit s'assurer par la suite que son mentoré a atteint ses objectifs. Mes mentors m'ont permis d'identifier les points de faiblesse de mon produit, m'ont permis d'améliorer déjà un peu et d'établir un chronogramme d'évolution de ce que j'ai à faire pour que le produit se porte bien. Un mentor peut être physique ou virtuel. Il soutient son mentoré en faisant un suivi régulier de ses résultats. Selon une enquête réalisée en 2017 et publiée sur le site du Figaro, le mentor contribue pour 18% dans la réussite du mentoré. Plus connue sous le thème de bec de lièvre, la fente labiopalatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes de la sphère orofaciale dans le monde. Une naissance sur 750 est celle d'un enfant porteur de fente labiopalatine. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal et quelle conduite adopter quand on a un enfant qui souffre de cette malformation? Les précisions avec un chirurgien pédiatre. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans,
ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labiopalatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consorts. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultrices aussi savent bien le faire. En 2019, la récolte céréalière mondiale va franchir un nouveau cap historique en s'établissant à 2,7 milliards de tonnes, soit 2,1% de plus qu'en 2018. L'annonce a été faite par l'Agence des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Selon l'organisation, cette amélioration est surtout liée à la hausse de la production de céréales secondaires de blé par rapport à l'année dernière, alors que le volume des céréales secondaires devrait atteindre 1,43 milliards de tonnes, le blé va atteindre un stock de 766,4 millions de tonnes. L'annonce d'une production céréalière mondiale abondante intervient alors que les prix mondiaux des produits alimentaires ont enregistré en novembre, d'après la FAO, leur plus forte envolée depuis 2 ans. Au Gabon, l'activité forestière est paralysée par le mauvais état des routes en saison des pluies. Les opérateurs économiques de la filière bois éprouvent d'énormes soucis en cette période pluvieuse. Pour essayer de remédier à cette situation, l'Union des forestiers industriels du Gabon et aménagistes a sollicité l'appui des autorités. Elle a proposé 2 options au chef du gouvernement. La première consiste à faire acheminer le carburant par voie ferroviaire, la seconde porte sur un approvisionnement en carburant depuis le Congo. Toujours en vue d'améliorer le trafic, il est annoncé l'aménagement au courant de la prochaine saison sèche de plusieurs autres axes routiers par les sociétés forestières affiliées. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Et voilà, c'est donc tout pour le journal présenté par Amandine Anyambossou. Amandine, merci à vous. Bonne soirée. Mesdames et messieurs, on poursuit nos échanges ici sur ce plateau avec Agnat Bello. Donc Agnat, on parlait des personnes vivant avec un handicap. On fait un zoom sur leurs droits. Oui, justement. Ce soir, on s'intéresse aux droits des personnes handicapées, des personnes vivant avec un handicap. Et pour vous, qui peut-on appeler personne vivant avec un handicap? Alors, d'avance, je m'excuse si le mot personne handicapée revient à chaque fois. C'est vrai que tout le monde est devenu un peu susceptible sur le sujet, mais la plupart des tests utilisent justement ce groupe de mots-là pour parler de la personne vivant avec un handicap, que ce soit la loi, le code, les Nations Unies, les différentes conventions. On parle souvent de personnes handicapées. Donc, c'est le groupe de mots qui va le plus revenir ce soir. Je m'excuse pour les personnes qui vont se sentir peut-être gênées par rapport à ça. Donc, quand on parle de personnes handicapées, et selon les normes internationales, on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables, dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation dans la société. Bon, on pourrait dire que la définition est un peu longue, on n'arrive pas à la comprendre. Le Bénin a quand même essayé de simplifier, d'accord, cette définition-là. Donc au Bénin, ici, une personne handicapée est toute personne atteinte d'une déficience congénitale ou acquise. D'accord? De sorte que son aptitude à intégrer les différents systèmes qui existent, que ce soit l'éducation, que ce soit la formation, que ce soit l'emploi, soit compromise ou mal perçue. Donc c'est comme ça qu'on peut définir une personne handicapée. Moi, je pense même que si aujourd'hui on en est au fait que les personnes vivant avec un handicap
sont stigmatisés, c'est que déjà dans cette définition, on les stigmatise. Oui, bon, en quelque sorte, puisque ces personnes n'ont pas forcément été consultées pour qu'on parle d'eux. Et c'est au fur et à mesure qu'on clarifie le concept, qu'on voit un peu l'opinion des personnes concernées elles-mêmes. Est-ce qu'elles se sentent handicapées? Alors, pour elles, elles ne sont pas des personnes handicapées. Raison pour laquelle elles parlent des personnes vivant avec un handicap. Donc, le thème est en train de migrer. Mais pour l'instant, la loi, même qui les prend en compte, ne parle que de personnes vivant avec personnes handicapées. D'accord. Oui. Il y a des lois spécifiques. Oui. Pourquoi ces lois spécifiques pour protéger ces personnes-là? D'accord. Bon, je crois qu'on est obligé de remonter un peu à la communauté internationale, d'accord, qui a ressenti le besoin de doter le monde de conventions et de résolutions pour pouvoir un peu protéger ces personnes-là, parce qu'on a eu l'impression à un moment donné qu'elles étaient stigmatisées, qu'elles étaient humiliées, qu'elles avaient besoin d'être protégées justement comme étant une couche vulnérable de la société dans plusieurs pays. Ce n'est plus le cas? Bon, ce qui est sûr, au moins, il y a des tests maintenant qui permettent à tout un chacun de savoir comment se comporter vis-à-vis de cette couche-là qu'on juge vulnérable et tout, oui. D'accord. Et il y a eu des résolutions au niveau de l'ONU, vous pouvez nous en parler? Oui, il y en a eu toute une série. Toute une série? Toute une série, et cela commence depuis 1981, tenez-vous bien. Ça veut dire que bien avant 1981, on ne connaissait rien en ce qui concerne les droits des personnes vivant avec un handicap. C'est comme si, avant 1981, ces personnes n'avaient pas de droits spécifiques. Peut-être des droits humains, comme vous et moi, mais pas des droits spécifiques. Donc, en 1981, on a eu l'année internationale des personnes handicapées. Alors, on a eu la résolution 3752 en 1982 avec l'adoption du programme d'action mondial concernant les personnes handicapées. Nous avons eu la déclaration de la première décennie africaine des personnes handicapées, 1999-2009. C'est là on a commencé par en parler sur le continent africain. D'accord. Après ça, on a eu l'adoption en 2006 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et de 2009-2019, on a eu la deuxième décennie africaine des personnes handicapées. Et là, c'est une déclaration de l'Union africaine. Donc, pour vous dire que là, l'Afrique même a pris ses propres lois en ce qui concerne ces personnes vivant avec un handicap. Et de toutes ces résolutions, quelle est la loi précisément au Bénin qui prend en compte ces personnes-là? Alors, tenez-vous tranquille, si en 2009, déjà, l'Union africaine a commencé par ébaucher des textes de loi pour pouvoir protéger les personnes vivant avec un handicap, c'est en 2017, précisément le 29 septembre 2017, ici au Bénin, que nous avons eu une loi. Il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans environ, un peu plus de 2 ans. La loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Donc la loi d'il y a 2 ans parle également de personnes justement, handicapées. De personnes handicapées en République du Bénin. Ah ben, c'est pourquoi je dis toutes ces lois-là, toutes ces résolutions utilisent le terme justement personnes handicapées. Oui. Et quel est l'objet de cette loi? Alors, cette loi a pour objet de prévenir le handicap. On oublie souvent cet aspect, mais il y a aussi de prévenir le handicap. De prévenir le handicap en évitant justement tout ce qui peut permettre à quelqu'un comme vous et moi qui n'est pas né avec un handicap de se retrouver personne handicapée. Donc ça prend en compte les normes sociales, les normes de sécurité, les normes sanitaires pour qu'on n'en arrive pas à une situation où on développe un handicap. Donc il y a aussi la protection justement du handicap, la promotion et l'assurance de la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés, puisque c'est des personnes comme vous et moi, elles ont droit aux mêmes droits que nous. Il faut pouvoir le leur garantir à travers le respect et la dignité intrinsèque, justement, de ces personnes-là. Oui. D'accord. Et le contenu de cette loi, c'est vrai que nous n'avons pas le juriste sur ce plateau. Je vais essayer. Mais je sais que vous avez quand même le background nécessaire pour nous donner toutes ces informations. Oui, il faut d'abord dire que si vous êtes intéressés, mesdames et messieurs, c'est possible, ne serait-ce qu'en vous rendant sur Internet ou en allant dans un cabinet d'avocats, d'avoir la loi. Il y a même des associations qui ont
la loi à portée de main. La loi est disponible pour toutes les personnes qui veulent la loi. Donc, je n'ai fait que lire la loi. J'ai essayé de faire un résumé, mesdames et messieurs, puisque elle est très longue. Donc, la loi est subdivisée en plusieurs chapitres. On va parler des chapitres qui sont les plus intéressants. On a le premier chapitre qui parle des dispositions générales. Le deuxième chapitre qui parle justement de ce thème-là que j'évoquais tantôt, la prévention du handicap. Mais dans la prévention du handicap, on a l'aspect médical et l'aspect social. Donc, on a la prévention médicale et la prévention sociale. Le troisième chapitre est le clou, en quelque sorte le plat de résistance de cette loi-là plutôt. Ça parle du droit des personnes handicapées. Section par section. Avec la section 1, par exemple, on a le premier article qui est très intéressant. L'article 17 qui doit d'abord faire le constat, c'est-à-dire avec l'article 17 qui est le premier article de ce chapitre, on parle de la déficience, c'est-à-dire la déficience doit être constatée. Si quelqu'un se dit handicapé, il ne suffit pas de dire on voit qu'il a mal à la tête, on voit qu'il a du mal à marcher, on voit qu'il a du mal à s'insérer. Non, il faut que cela puisse être constaté par un médecin spécialiste agréé qui indique la nature de la déficience et le degré d'incapacité. Et c'est suite à ce constat que cette personne handicapée demande une carte appelée carte d'égalité des chances. Je vous vois venir, vous vous demandez c'est quoi la carte d'égalité des chances. C'est une carte justement qui permet à son titulaire de bénéficier des droits et des avantages en matière d'accès aux soins de santé, aide financière, éducation, intégration et tout. Donc si je comprends, je vous arrête pas, si je comprends bien, les parents, notamment les mamans qui mettent au monde des enfants qui ont un handicap, et qui ne les déclarent pas. D'accord. On les cache. Ces enfants ne seront pas pris en compte justement par des mesures sociales. Et ces parents ne sont même pas habilités à dire que l'enfant porte un handicap. Non, ce n'est pas aux parents de pouvoir décréter. C'est vrai, on voit l'enfant a du mal, il a des difficultés, mais c'est un médecin qui doit attester du fait que cet enfant présente un handicap. C'est un enfant qui est en situation de handicap. Et c'est après cela que l'enfant a la carte. Alors moi d'abord, je me suis demandé si cette carte-là, elle est effective. Tenez-vous bien heureux, cette carte, elle n'est pas vraiment effective. J'ai essayé de parler avec quelques associations qui luttent justement pour le droit des personnes vivant avec un handicap. On me dit la carte, pour l'instant, elle n'est pas vraiment fonctionnelle. Très peu de personnes ont pu vraiment l'utiliser. Beaucoup ne l'ont même pas, ne savent même pas que cette carte existe. Et pourtant, dans la loi, c'est bel et bien écrit. Et qui délivre cette carte-là? Justement, on se demande, ça doit être délivré par le ministère. Selon la loi, c'est le ministère de la Famille qui s'en charge. C'est le ministère de la Famille qui délivre cette carte-là selon la loi. C'est même bien libellé dans un article justement de la loi. D'accord. Et alors, après cet article, voilà, on a la section 3 qui parle de l'accès aux soins de santé au service de l'action sociale. Et le premier article, c'est l'article 21. L'État garantit à la personne handicapée, par des aménagements raisonnables, l'accès aux soins médicaux nécessaires à la santé physique et mentale. Tenez-vous bien, c'est des soins qui se doivent normalement d'être gratuits. Qui se doivent, vous avez dit, vous avez tout dit. Bon, qui se doivent d'être gratuits. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Il ne faudrait pas qu'on dise tout et n'importe quoi. La loi est là. Il y a des dispositions qui devraient être prises justement pour que cette loi puisse être bien appliquée. Madame Daïso, sur ce plateau, a parlé des différentes structures qui doivent exister pour la mise en application de tous les aspects prévus par cette loi. Mais pour l'instant, il y en a encore beaucoup qui n'existent que de nom justement, ou qui n'existent même pas. Vous allez peut-être vous rendre du côté du ministère des Affaires sociales, ministère de la Famille, pour voir ce qui se fait dans ce sens. Justement. Bon, on dira déjà qu'on a la loi, donc on poursuit. Au niveau de la loi, il y a aussi l'éducation et la formation professionnelle, parce qu'une personne qui vit avec un handicap passe par toutes les étapes de la vie normalement. Donc au niveau de l'éducation, l'État garantit le droit à l'éducation, à l'enseignement et à la formation des personnes handicapées. Mais là, ça parle en termes de gratuité, mais surtout d'éducation inclusive dans les écoles publiques. Et il y a un aspect, moi, qui m'a intéressée, Rose Danondé. Saviez-vous qu'aucune école ne doit rejeter ou refuser d'accepter un enfant parce qu'il vivrait avec un handicap? C'est-à-dire que toutes les écoles devraient pouvoir accepter tous les enfants vivant avec un handicap. Si déjà nous avons des écoles spécialement pour ces enfants, c'est que là déjà il y a un problème.
Voilà, donc la plupart des cas, normalement, quand ce n'est pas un handicap qui est très encombrant, normalement, toutes les écoles doivent pouvoir accepter. Or, il y a des parents aujourd'hui qui trouvent qu'il y a des écoles qui refusent d'accueillir ces enfants vivant avec un handicap, mais c'est aussi, est-ce que nos enseignants, là, il y a même eu un plateau, forum qu'on a eu à réaliser sur le sujet qui devrait être diffusé le 3 décembre dernier. Il n'y a pas vraiment d'enseignant qui est la pédagogie, parce que la façon dont on enseigne un enfant vivant avec un handicap, ça dépend déjà du handicap. Si c'est un handicap mental, vous vous rendez compte, il faut quand même l'enseigner. Si c'est un handicap visuel, si c'est un handicap sonore, donc il y a plein, justement, si c'est la surdité, tous ces aspects-là doivent être pris en compte par nos écoles nationales d'instituteurs. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'il en est, mais on a reçu quand même des enseignants sur le plateau qui nous ont dit que pour l'instant, la formation n'est pas prise en compte par ces aspects-là. Bon, moi, je sais quand même qu'à l'université, dans mon amphithéâtre, j'avais quand même un camarade étudiant qui est un malvoyant, mais très assidu, qui travaille très bien. C'est vrai que pendant les cours, ça fait du bruit quand il note et tout, mais il est très assidu, il est bien. Ça fait honte quand, à ses côtés, il y a des camarades qui se disent, ben, franchement, tu peux t'arrêter, tu peux faire ci. Franchement, on se dit qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour la mise en application de cette loi. Oui, beaucoup de choses à faire. C'est comme vous dites, ce n'est pas facile justement pour ceux qui arrivent à finir le cursus. Vraiment. Ils vous diront que ce n'est pas évident. Le professeur à l'université ne veut pas savoir qu'ils ont vraiment un handicap. Il ne tient pas compte de leur retard. Lui, il fait son cours normalement. C'est à eux de pouvoir s'adapter et de suivre justement le train comme tout le monde. Comme tout le monde. Alors, vous en avez terminé pour Non, il ne faut pas oublier, il y a l'emploi, parce que le tout ne suffit pas d'étudier, de naître, d'avoir les soins de santé et tout, mais il faut aussi pouvoir avoir accès à l'emploi. Et quand on parle d'emploi, il y a encore beaucoup de personnes. C'est un autre problème. Oui, mais je tiens à lire cet article-là, l'article 37, qui dit que la personne handicapée a droit à un emploi dans le secteur public ou privé. Et à un traitement de salaire sur la base du principe de l'égalité. Donc, même à ce niveau, il ne devrait pas y avoir de discrimination. Bon, je sais déjà quand même chez nous ici à PB24, nous ne faisons pas cette discrimination. Nous en avons quand même. Nous en avons quand même. Nous en avons quand même. Oui, je suis d'accord avec vous. Et justement, ce cas ici à BB24 nous prouve que ce n'est pas des personnes qui sont limitées. C'est des personnes qui peuvent travailler comme tout le monde, qui font le boulot qu'on leur demande et qui essaient d'être au meilleur de leur rendement. Je crois que c'est tout ce qu'on peut demander à tout citoyen. Donc, que l'on soit personne vivant avec un handicap ou pas, c'est les mêmes droits pour tout le monde. Il ne faudrait pas oublier cet aspect des choses. Merci beaucoup, Agnès Bello. On fait un coucou à Isaac Nundedo, notre monteur. C'est tellement que l'un des reportages que vous avez eu à suivre dans ce grand rendez-vous a été monté par lui. C'est un collègue vivant avec un handicap, mais qui quand même est dévoué à la tâche, qui travaille bien, à la tâche. Franchement. Merci beaucoup, Agnès, pour toutes ces informations. C'est terminé. C'est fini? C'est fini. Je sais que vous avez lu tellement et relu la loi. Je ne sais pas si j'ai 30 secondes pour conclure. En 30 secondes, j'aimerais dire que c'est vrai qu'au Bénin, au plan législatif, nous sommes gâtés. Les personnes vivant avec un handicap sont gâtées. Mais en termes de constat, rien n'a pas vraiment changé. Quand on prend le poids de la tradition, la violence sur la discrimination, la marginalisation et une couverture sociale insuffisante, il reste encore beaucoup à faire pour que les personnes vivant avec un handicap se sentent aussi à l'aise. Les 30 secondes sont écoulées. D'accord. On a compris le sens de vos propos. Merci beaucoup, Agnès, pour toutes ces informations. Avec vous, donc, on parlait des droits des personnes vivant avec un handicap. Et ce sera donc tout pour Autant Savoir. Je vous laisse pâtir avec ceci.
sur Bénin Business 24, le développement, c'est notre affaire. Depuis 19 heures, nous avons essayé d'aborder plusieurs thématiques qui ont rapport au développement de votre société, à votre développement personnel et au développement de la nation. On vous remercie pour l'attention admirée. Encore une fois, ce joli décor conçu par Patrick Nikoé. Et je dis merci aux téléspectateurs, merci à mon réalisateur Ange Dorego et à toute l'équipe technique jusqu'au montage, sans oublier ma chef d'édition Jennifer Sativi. Ce sera donc tout, mesdames et messieurs, pour le grand rendez-vous de ce soir. On se dit à demain pour de nouvelles informations liées à votre développement personnel et au développement de la nation. Portez-vous très bien.